J'ai fixé l'écran, mon sang se transformant en glace, en réalisant que le texte détaillé et obscène décrivant exactement ce que je voulais que mon patron me fasse n'était pas allé à mon meilleur ami. Il était allé à lui. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous adorez les histoires BL intenses, les PDG arrogants et les romances de bureaux secrètes qui feront battre votre cœur, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle série qui va vous tenir en haleine. Avant de plonger dans l'histoire, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et commentez Team PDG si vous êtes prêts pour le drame. Avant de commencer, je dois vous prévenir. Si ce que vous entendez ici vous fait frissonner, sachez qu'il existe une version bien plus brûlante de cette histoire, une version où plus rien n'est retenu, là où YouTube ne nous laisserait jamais aller. Pour ceux qui en veulent davantage, qui ont soif de quelque chose de plus cru, rejoignez-nous sur Patreon, le lien vous attend juste en dessous dans la description. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Première partie, l'erreur. Les portes de l'ascenseur chez Sterling et compagnie se sont ouvertes avec un doudingue, révélant le silence immaculé et terrifiant de l'étage de la direction. J'ai ajusté ma cravate pour la 10e fois, surprenant mon reflet dans les portes d'acier polies. J'avais l'air d'une épave nerveuse. Mon nom est Julien, un analyste junior de 24 ans qui a passé les 6 derniers mois à essayer de survivre dans la fosse aux requins qu'était cette entreprise, et le plus grand requin de tous, Adrien Sterling, le PDG. Adrien n'était pas seulement un patron, c'était une force de la nature. 32 ans, 1,90 m avec des yeux comme des saphirs gelés et une mâchoire assez ciselée pour couper le verre. C'était un génie, un milliardaire et incontestablement l'homme le plus séduisant que j'avais jamais vu. Il était aussi complètement, absolument terrifiant. Il ne se contentait pas de licencier les gens. Il démantelait leur confiance d'un simple haussement de sourcils. Et j'étais actuellement en retard de 5 minutes pour lui livrer son café. Je me suis précipité vers les massives doubles portes au bout du couloir, mon cœur martelant contre mes côtes. S'il vous plaît, qu'il ne soit pas là. S'il vous plaît, qu'il soit en réunion. S'il vous plaît, qu'il soit au téléphone. J'ai frappé une fois et j'ai poussé la porte. Monsieur Sterling, j'ai votre... Les mots sont morts dans ma gorge. Adrien était debout près de la fenêtre du sol au plafond, regardant l'horizon parisien sous la pluie. Il ne s'est pas retourné. Il n'en avait pas besoin. L'air dans la pièce est devenu instantanément plus lourd, chargé de sa présence. « Vous êtes en retard, Julien, a-t-il dit. Sa voix était un baryton grave, lisse comme du velours, mais froid comme la glace. L'ascenseur était bloqué, monsieur. Je vous prie de m'excuser, ai-je bafouillé, posant le café sur son bureau en verre d'une main tremblante. Adrien s'est enfin retourné. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui lui allait comme une seconde peau, accentuant l'étendue large de ses épaules. Il a marché vers moi, ses mouvements prédateurs comme une panthère encerclant sa proie. Il s'est arrêté juste devant moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, bois de santal, pluie et quelque chose de cher et de dangereux. Les excuses sont pour les gens qui acceptent la médiocrité, a-t-il dit doucement, ses yeux bleus s'enfonçant dans les miens. Êtes-vous médiocre, Julien ? Non, monsieur, ai-je murmuré, incapable de détourner le regard. Alors prouvez-le. Refaites les rapports d'analyse trimestriels. Tous. Je les veux sur mon bureau demain matin. Ma mâchoire est tombée. Mais monsieur, c'est des centaines de pages. Ça a pris 1 semaine à l'équipe pour les compiler. Alors vous avez intérêt à commencer maintenant, a-t-il dit, me congédiant d'un geste de la main en se rasseyant dans son fauteuil en cuir. Fermez la porte en sortant. Je suis sorti de son bureau, le visage brûlant d'un mélange d'humiliation et de colère. Mais sous la colère, il y avait cet autre sentiment, cette stupide étincelle de chaleur traîtresse qui s'embrasait chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux froids. Je le détestais. Je détestais comment il me faisait me sentir petit. Et Dieu m'aide, je voulais qu'il me regarde à nouveau. À 22 heures, le bureau était une ville fantôme. L'équipe de nettoyage passait l'aspirateur dans le couloir et la seule lumière venait de mes 2 moniteurs. Mes yeux brûlaient et mes doigts me faisaient mal à force de taper. J'avais été alimenté uniquement par du café de distributeur automatique et pure rancœur pendant les 12 dernières heures. Stupide Adrien, stupide costume parfait,
Stupide beau visage, marmonnai-je tout seul, tapant agressivement des chiffres dans Excel. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message de Léo, mon meilleur ami et colocataire. Léo, mec, t'es vivant? C'est vendredi soir. On est au bar. Viens me sauver de ce rendez-vous arrangé. J'ai grogné, m'appuyant contre mon dossier. J'ai pris mon téléphone, le pouce planant au-dessus de l'écran. L'épuisement avait abaissé mes inhibitions. La frustration de la journée, les mois à soupirer pour un homme qui me traitait comme un meuble, tout remontait à la surface. J'avais besoin de me défouler. J'avais besoin de l'évacuer. J'ai commencé à taper. Moi, je peux pas. Le diable lui-même me fait refaire tout le rapport trimestriel parce que j'étais en retard de 5 minutes avec son café. Je te jure, Léo, je le déteste. Je le déteste tellement. J'ai marqué une pause. Ce n'était pas suffisant. J'ai pris une gorgée de mon café froid et j'ai laissé mes pouces voler, le filtre entre mon cerveau et mes doigts se dissolvant complètement. Moi. Mais tu veux savoir le pire? Quand il était là, debout à me regarder comme si j'étais de la saleté, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de me mettre à genoux et de le supplier de me ruiner. C'est malsain. C'est un tyran, mais bon sang, il est tellement sexy que ça me met en colère. Je veux juste qu'il me plaque contre cette fenêtre en verre dans son bureau et qu'il me montre exactement pourquoi c'est lui le patron. Je veux essuyer cet air arrogant de son visage, ou bien l'embrasser pour le faire disparaître. Je crois que je perds la tête. Je l'ai relu. C'était obscène. C'était pathétique. C'était exactement ce que j'avais besoin de dire à quelqu'un pour l'évacuer, afin de pouvoir redevenir un robot professionnel. J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai jeté le téléphone et je me suis frotté le visage en laissant échapper un long soupir. Voilà, c'est dit. Maintenant, retour au travail. Bzzz. Mon téléphone a vibré contre le bureau presque immédiatement. Léo lisait vite. Je l'ai pris, m'attendant à un emoji riant ou à un message disant que j'avais besoin d'aide, mais l'écran ne disait pas Léo. Le message en haut du fil de discussion n'était pas de Léo. Le nom en haut de l'écran disait Sterling. P.D.G. Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté. Le ronronnement de la climatisation, la circulation au loin, le son de mon propre battement de cœur, tout est devenu silencieux. J'ai fixé le téléphone. J'ai cligné des yeux, certains d'halluciner par manque de sommeil, mais le nom n'a pas changé. La bulle grise avec ma longue confession, explicite de haine et de désir, était assise là, livrée à Adrien Sterling. Non, ai-je chuchoté. Non, 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 non. Je me suis démené pour le supprimer. Mes doigts s'embrouillaient, tapant l'écran frénétiquement. Supprimé pour tout le monde, supprimé pour tout le monde. Lu 22h04. Le petit accusé de lecture est apparu juste au moment où mon pouce planait au-dessus du bouton « Supprimer ». Il l'avait vu. Mon estomac est tombé hors de mon corps. La bile s'est montée dans ma gorge. Je venais d'envoyer un texto au PDG d'une entreprise valant des milliards, mon patron, lui disant que je voulais qu'il me plaque contre une fenêtre et qu'il me ruine. J'étais viré. J'étais absolument viré. Je serais blacklisté de toutes les industries de la ville. Je pourrais aussi bien faire mes cartons et déménager dans une grotte en Antarctique. La panique me déchirait la gorge. Je me suis levé, attrapant mon sac. Je dois fuir. Je dois quitter le pays. Bzz. Le téléphone a vibré dans ma main. J'ai failli le faire tomber. Je ne voulais pas regarder. Je voulais jeter le téléphone par la fenêtre, mais mes yeux étaient collés à l'écran. Adrien Sterling, PDG, venez dans mon bureau. Maintenant. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas un courriel de licenciement. C'était un ordre. Venez dans mon bureau. Il était encore là, à 22h un vendredi soir. Mes jambes étaient comme de la gelée. Chaque instinct dans mon corps me disait de courir vers l'ascenseur et de ne jamais regarder en arrière. Mais si je m'enfuyais, c'était un aveu de culpabilité. Si j'y allais, je pourrais peut-être m'expliquer. Dire que mon téléphone avait été piraté. Dire que c'était une blague de soulard. Non, il n'y avait pas moyen d'expliquer cela. J'ai marché vers l'aile de la direction comme un homme marchant vers la potence.
Le couloir semblait plus long que d'habitude, les ombres s'étirant pour m'attraper. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre de l'intérieur. J'ai atteint les doubles portes. Elles étaient légèrement entr'ouvertes. J'ai poussé l'une d'elles et je suis entré. Le bureau était sombre, éclairé uniquement par les lumières de la ville qui flottaient depuis la fenêtre massive et une seule lampe sur son bureau. Adrien était assis là. Il ne regardait pas son ordinateur. Il ne regardait pas des papiers. Il regardait son téléphone. Lentement, il a posé l'appareil face cachée sur le bureau et a levé les yeux. Les ombres ont caché ses yeux, mais je pouvais sentir le poids de son regard. C'était comme un contact physique, lourd et chaud. « Fermez la porte, Julien, a-t-il dit. » Sa voix était dangereusement calme. Je me suis tourné et j'ai fermé la porte d'un clic. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. « Venez ici. » J'ai marché en avant, mes jambes tremblantes. Je me suis arrêté devant le bureau, serrant la bandoulière de mon sac comme une bouée de sauvetage. « Monsieur, je peux expliquer ce message. Ce n'était pas... Je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas me l'envoyer ?» Adrien a demandé, s'appuyant contre son fauteuil. La lumière a éclairé son visage maintenant, révélant une expression étrange. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du dégoût, c'était de la faim. Non, monsieur, c'était une erreur. Je me défoulais auprès d'un ami et c'était une blague de mauvais goût, inappropriée. Et je suis incroyablement désolé. Je vais ramasser mes affaires. J'enverrai ma lettre de démission ce soir. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? A-t-il demandé doucement. Démissionner ? Je suppose que je suis viré, monsieur. Adrien s'est levé, il a contourné le bureau, lent et délibéré. J'ai instinctivement fait un pas en arrière, mon dos heurtant la porte fermée. Il ne s'est pas arrêté avant d'être à quelques centimètres de moi, dominant mon corps. La chaleur qui émanait de lui était enivrante. « Vous avez dit que vous vouliez me frapper, a-t-il murmuré, sa voix descendant d'une octave, et que vous vouliez m'embrasser. » J'ai avalé difficilement en regardant sa cravate parce que je ne pouvais pas supporter de croiser ses yeux. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Et la partie sur la fenêtre, a-t-il chuchoté, inclinant la tête. « Vous le pensiez ?» Ma respiration s'est coupée. « Monsieur, regardez-moi, ce n'était pas une demande. » J'ai élevé la tête. Ses yeux bleus étaient sombres, les pupilles dilatées. Il me regardait non pas comme un employé, mais comme quelque chose qu'il voulait dévorer. « J'attendais que vous craquiez, Julien, a dit Adrien, sa main venant se poser sur le mur à côté de ma tête, me coinçant. Vous êtes si parfait, si poli, si terrifié. Mais j'ai vu la façon dont vous me regardiez quand vous pensiez que je ne le remarquais pas. Je ne vous regarde pas, ai-je menti, ma voix tremblante. Menteur, a-t-il soufflé. Il s'est rapproché, son corps appuyant légèrement contre le mien. Vous me regardez comme si vous me détestiez, et maintenant je sais exactement quel goût a cette haine. Il s'est penché, ses lèvres effleurant le pavillon de mon oreille, envoyant un frisson dans mon dos qui a fait fléchir mes genoux. Vous avez envoyé ce texto au mauvais numéro, Julien, mais vous avez obtenu la bonne réponse. Il s'est reculé juste assez pour me regarder dans les yeux. Vous avez dit que vous vouliez que je vous ruine, a-t-il dit, sa main glissant pour saisir ma hanche, son pouce s'enfonçant dans l'os. Faites attention à ce que vous souhaitez. Parce que maintenant que je sais que vous le voulez, je ne vais pas vous laisser quitter ce bureau avant d'en avoir fini avec vous. L'air dans la pièce s'est évaporé. La tension s'est rompue. Alors Adrien a chuchoté, ses lèvres planant à quelques millimètres des miennes. Allez-vous vous enfuir ou allez-vous me montrer si vous pouvez prendre ce que vous avez demandé ? Fin de la première partie. Deuxième partie, l'évaluation. Le silence dans le bureau était assourdissant. Ce n'était pas le silence vide d'un immeuble désert. C'était le silence lourd et étouffant d'un prédateur évaluant sa proie. La main d'Adrien était toujours sur la porte à côté de ma tête, m'emprisonnant efficacement. Son autre main, celle qui avait été sur ma hanche, remontait lentement le long de mon flanc, ses doigts brûlant à travers le tissu fin de ma chemise. Mon cœur battait si violemment contre mes côtes que j'étais certain qu'il pouvait le sentir. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Tout ce que je pouvais traiter, c'était l'odeur écrasante de lui,
bois de santal, pluie fraîche et puissance pure et brute. Et le fait que l'homme qui tenait ma carrière entre ses mains venait d'avouer qu'il voulait me ruiner. Alors Adrien a chuchoté, sa voix vibrant dans le petit espace entre nous. Vous aviez beaucoup à dire dans votre texto, Julien. Vous étiez très descriptif sur ce que vous vouliez que je vous fasse. Ne devenez pas silencieux maintenant. J'ai avalé difficilement, ma gorge sèche. Monsieur, j'étais ivre. Je ne réfléchissais pas. Vous ne sentez pas l'alcool, a-t-il noté, se penchant plus près, son nez effleurant la ligne de ma mâchoire. J'ai frissonné involontairement. Vous sentez le café bon marché et la peur. Surtout la peur. J'ai peur et j'admire ma voix tremblante. Vous êtes mon patron. Je viens de vous harceler sexuellement par message. Je devrais être viré. Je devrais sortir de ce bâtiment maintenant avec un carton de mes affaires. Adrien s'est reculé légèrement, juste assez pour me regarder à nouveau dans les yeux. Son expression était indéchiffrable, un masque de calcul froid qui me retournait l'estomac. C'est ce que vous pensez que c'est ? Du harcèlement ? N'en est-ce pas ? Le harcèlement implique que ce ne soit pas désiré, a-t-il dit doucement. L'air a quitté mes poumons. Quoi ? Je vous l'ai dit, Julien. Je vous observais. Il a fait un pas en arrière, me donnant enfin de l'espace pour respirer, bien que la perte de sa chaleur corporelle m'ait laissé soudainement froid. Il est retourné vers son bureau, s'asseyant sur le bord, croisant ses longues jambes aux chevilles. Il avait l'air complètement à l'aise alors que j'avais l'impression de vibrer hors de ma peau. M'observer, ai-je répété, ma voix à peine un murmure. Pourquoi ? Je ne suis qu'un analyste junior. Je vous apporte du café et je corrige des feuilles de calcul. Vous êtes la seule personne dans tout ce bâtiment qui ne me regarde pas comme un dieu ou un monstre, a dit Adrien, prenant son téléphone. Mon téléphone, ai-je réalisé avec un sursaut et tapotant l'écran. Vous me regardez avec frustration, avec agacement. Je vous vois lever les yeux au ciel quand je tourne le dos en réunion. J'entends la façon dont vous soupirez quand je vous donne des délais impossibles. Il a levé les yeux, un sourire en coin sombre jouant sur ses lèvres. J'aime ça, c'est rafraîchissant. Et maintenant, il a brandi le téléphone, affichant le message que j'avais envoyé. Maintenant, je sais que sous cet extérieur professionnel et hérissé, vous êtes tout aussi obsédé par moi que je le suis par vous. Je ne suis pas obsédé, ai-je menti, bien que mon visage soit en feu. Je veux qu'il me plaque contre cette fenêtre en verre dans son bureau et qu'il me montre exactement pourquoi c'est lui le patron, a lu Adrien à voix haute. Sa voix était calme, presque ennuyée, ce qui rendait les mots obscènes encore plus illicites. « S'il vous plaît, arrêtez, ai-je supplié, me couvrant le visage de mes mains. Je veux essuyer cet air arrogant de son visage, ou bien l'embrasser pour le faire disparaître. » Il a marqué une pause. « Lequel est-ce, Julien ? Voulez-vous me frapper ou m'embrasser ?» J'ai laissé tomber mes mains, la colère soudain montant à travers l'embarras. Il se moquait de moi. Il y prenait plaisir. Est-ce que ça change quelque chose ? Vous allez me virer de toute façon. Finissons-en. Adrien a posé le téléphone. Son attitude joueuse s'est évaporée instantanément, remplacée par la personnalité glaciale du PDG qui terrifiait tout le monde dans l'industrie. « Asseyez-vous » a-t-il ordonné. J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Asseyez-vous. » Il a désigné le fauteuil en cuir en face de son bureau. Mes jambes se sont déplacées en pilotage automatique. Je me suis assis, agrippant les accoudoirs jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. « Je ne vais pas vous virer, Julien, » a dit Adrien, contournant le bureau pour s'asseoir dans son fauteuil massif d'exécutif. « Vous virer serait un gaspillage de ressources. Vous êtes brillant avec les données, même si vos compétences en gestion du temps laissent à désirer. » Il s'est penché en avant, joignant ses mains sur le bureau. « Je n'aime pas perdre ce qui m'appartient. Je ne vous appartiens pas, ai-je répliqué. Vous travaillez pour mon entreprise. Vous êtes sur ma masse salariale. Et maintenant, vous m'avez donné le levier parfait pour m'assurer que vous fassiez exactement ce que je veux. Levier. Je me suis senti malade. Êtes-vous en train de me faire chanter ? Appelons ça un arrangement, a-t-il corrigé. Vous avez envoyé un message hautement inapproprié au PDG.
Si je le transmettais aux ressources humaines, non seulement vous seriez viré, mais je pourrais m'assurer que vous ne travailliez plus jamais dans la finance dans cette ville. Faute grave, harcèlement sexuel. Ce serait une tâche permanente sur votre dossier. Des larmes me piquaient les coins des yeux. J'avais travaillé si dur pour arriver ici. Mes prêts étudiants, mon loyer, mon avenir, tout s'effondrait à cause d'un stupide moment de faiblesse. Mais, a continué Adrien, sa voix s'adoucissant dangereusement, je suis un homme bienveillant. Je suis prêt à fermer les yeux sur ce manque de jugement à une condition. Je l'ai regardé avec méfiance. Quelle condition ? Vous avez dit que vous vouliez savoir pourquoi c'est moi, le patron, a-t-il dit, ses yeux s'assombrissant. Vous avez dit que vous vouliez être ruiné. Alors, je vais vous donner une période d'essai. Une période d'essai, pourquoi ? Pour voir si vous pouvez supporter d'être à moi. Je l'ai fixé. À vous ? Vous voulez dire comme un petit ami ? Adrien a ri, un son sec et aboyant. Non, Julien, pas un petit ami. Je ne fais pas de dîner et de soirée cinéma. Je veux dire à moi. Vous faites ce que je dis quand je le dis, au bureau et en dehors. Vous anticipez mes besoins avant même que je ne sache que je les ai. Vous travaillez plus dur que tout le monde, et en échange, je ne détruirai pas votre carrière. En fait, si vous me plaisez, je ferai votre carrière. C'est insensé, ai-je chuchoté. C'est du harcèlement sexuel. Vous me harcelez maintenant. Je ne vous ai pas demandé de sexe, a fait remarquer Adrien calmement. Je demande l'obéissance, une dévotion totale et absolue à votre travail et à votre PDG. À moins que, il a incliné la tête, à moins que vous ne vouliez que ce soit sexuel. Votre texto le suggérait certainement. J'ai ouvert la bouche puis je l'ai refermée. Le piège était parfait. Si j'acceptais, j'étais sa marionnette. Si je refusais, j'étais viré et blacklisté. Et le pire, la partie tordue et malsaine de mon cerveau hurlait oui. J'ai les rapports trimestriels à terminer, ai-je dit, ma voix creuse. Adrien a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un loup qui venait d'attraper le lapin. Excellent, a-t-il dit. Les fichiers sont sur le serveur. Vous pouvez utiliser le poste de travail dans le coin. J'ai quelques courriels à rattraper. Vous voulez que je travaille ici ? Ai-je demandé, regardant le petit bureau dans le coin de son immense bureau. Je veux vous garder à l'œil, a-t-il répondu, tournant son attention vers ses écrans d'ordinateur. Mettez-vous au travail, Julien. Ce sera une longue nuit. Les 3 heures suivantes ont été une torture. Je me suis assis au petit bureau d'angle, tapant furieusement, essayant de comprendre les ensembles de données complexes pour le rapport trimestriel, mais ma concentration était brisée. Toutes les quelques minutes, je sentais le poids de son regard sur moi. Parfois, quand je levais les yeux, il m'observait. Il ne détournait pas le regard. Il fixait simplement, intense et sans cligner, jusqu'à ce que je sois forcé de baisser les yeux vers mon clavier, le visage brûlant. D'autres fois, il m'ignorait complètement, parlant au téléphone en français rapide ou tapant des courriels agressifs. Le regarder travailler était distrayant. Il était compétent, d'une efficacité impitoyable. Il commandait l'espace autour de lui sans effort. C'était attirant, dégoûtamment attirant. Vers 1h du matin, mon estomac a gargouillé bruyamment. Le son a résonné dans le bureau silencieux. Je me suis figé, mortifié. Puis-je faim ? A demandé Adrien sans lever les yeux. Je vais bien, monsieur. Ne me mentez pas, Julien. Règle numéro 1. Il s'est levé et a marché vers une armoire élégante intégrée dans le mur. Il l'a ouverte, révélant un mini-frigo et un bar dissimulé. Il a sorti une bouteille d'eau pétillante et un récipient qui semblait coûteux. Il s'est approché de mon bureau et les a posés. Des sushis, haut de gamme, coûtant probablement plus que mon budget hebdomadaire d'épicerie. Mangez, a-t-il commandé. Je ne peux pas accepter votre nourriture, monsieur. Mangez-la. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la boîte. J'étais affamé. J'ai pris un morceau de rouleau au thon et je l'ai mis dans ma bouche. Il a fondu sur ma langue. « Bon ?» a-t-il demandé, s'appuyant contre le bord de mon bureau, croisant les bras. « Oui, merci. »« Vous progressez sur le rapport » a-t-il observé, regardant mon écran. « Je suis à peu près à mi-chemin. Les données du département marketing étaient mal formatées. C'est pourquoi le rapport original était défectueux. « Je sais » a dit Adrien. « J'ai arrêté de mâcher.
Vous saviez? Je savais que l'équipe marketing avait fait une erreur. Je voulais voir si vous l'attraperiez ou si vous copieriez aveuglément les chiffres comme l'a fait le dernier analyste. Alors c'était un test. Tout est un test, Julien. Vous le réussissez jusqu'à présent. Il a tendu la main, sa main planant près de mon visage. J'ai tressailli, m'attendant à... Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Un coup, une caresse. Il a essuyé une miette du coin de ma bouche avec son pouce. Le contact était électrique, sa peau était chaude, son pouce rugueux contre ma lèvre. Il ne s'est pas retiré immédiatement. Il a laissé son pouce s'attarder là, appuyant légèrement contre ma lèvre inférieure, l'attirant vers le bas d'une fraction. Ma respiration s'est coupée. J'ai levé les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Vous avez une bouche très expressive », a-t-il murmuré, ses yeux fixés sur mes lèvres. Elle dit tant de choses polies, mais elle en écrit de si obscènes. « Adrien », ai-je soufflé, je ne voulais pas utiliser son prénom. C'est juste sorti. Ses yeux se sont accrochés aux miens. « Monsieur », a-t-il corrigé sèchement. « Monsieur », ai-je chuchoté rapidement. « Finissez la section sur laquelle vous travaillez. Ensuite, nous partons. » Partir. Mais je n'ai pas fini. Il est 1h30 du matin. Même moi, j'ai besoin de dormir occasionnellement. Et je ne vous laisse pas seul ici avec des données sensibles de l'entreprise. Je peux prendre le bus pour rentrer, ai-je dit, atteignant mon sac. À cette heure-ci, ne soyez pas ridicule. Je vous ramène. Ce n'est pas nécessaire. Ne discutez pas avec moi. Il s'est redressé. Le moment d'intimité disparut aussi vite qu'il était venu. Faites vos affaires. 5 minutes. La descente dans l'ascenseur s'est faite en silence. Le trajet jusqu'au parking s'est fait en silence. Quand nous avons atteint sa voiture, une élégante voiture de sport noir qui ressemblait à la Batmobile, il a déverrouillé la portière passager pour moi. Je me suis glissé dans le siège en cuir, l'intérieur sentant exactement comme lui. Il est monté, a démarré le moteur qui a ronronné comme une bête et est sorti du parking en trombe. « Où habitez-vous » a-t-il demandé. Je lui ai donné mon adresse. C'était dans une partie de la ville que les gens comme Adrien Sterling ne voyaient qu'aux informations. Il n'a fait aucun commentaire, naviguant simplement dans les rues vides avec une précision experte. Pendant que nous roulions, les lumières de la ville défilaient. J'ai ressenti un étrange sentiment d'irréalité. J'étais dans la voiture du PDG. Il m'avait fait chanter. Il m'avait nourri de sushis. Il avait touché ma lèvre. Pourquoi moi, ai-je demandé, brisant le silence. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous pourriez avoir n'importe qui. Vous êtes... Vous. Adrien m'a jeté un coup d'œil, sa main bougeant sur le levier de vitesse. Je vous l'ai dit. Vous me défiez. C'est ça. Parce que je lève les yeux au ciel devant vous. Parce que vous me voyez, a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant. Tout le monde voit l'argent ou le titre. Ou bien ils sont terrifiés par la réputation. Vous, dans ce texto, vous n'avez pas parlé de mon argent. Vous avez parlé de moi, de mon arrogance, de mon visage. Vous vouliez une réaction de moi, pas du PDG. Il s'est arrêté devant mon immeuble délabré. Il avait l'air encore plus minable à côté de sa voiture immaculée. Nous avons beaucoup de travail à faire, Julien, a-t-il dit, gardant le moteur tournant. Le rapport doit être terminé pour lundi matin. Je viendrai demain, ai-je dit, atteignant la poignée de la porte. Je veux dire aujourd'hui, samedi. Non, a dit Adrien. Les verrous ont cliqué. Je ne pouvais pas ouvrir la porte. Je me suis tourné vers lui, la panique remontant à nouveau. Quoi ? Le bureau est fermé le week-end pour la maintenance. Le système de climatisation est en cours de révision. Vous ne pouvez pas y travailler, alors je travaillerai de chez moi. Je peux me connecter à distance et risquer une faille de sécurité sur votre Wi-Fi domestique non sécurisé. Absolument pas. Alors comment suis-je censé le terminer ? Adrien s'est tourné sur son siège pour me faire face entièrement. Le lampadaire à l'extérieur projetait la moitié de son visage dans l'ombre, le faisant paraître dangereux et beau. Chez moi, a-t-il dit. Votre maison ? Mon penthouse. Il a une connexion serveur sécurisée et beaucoup d'espace. Monsieur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je n'ai pas demandé votre opinion. J'ai besoin de ce rapport. Vous avez besoin de votre travail.
Et franchement, je ne vous fais pas confiance, loin de mes yeux en ce moment. Il s'est penché sur la console. Il était si proche que je pouvais sentir la chaleur émanant de lui. Soyez prêts à 9 heures. Je viendrai vous chercher, mais... à 9 heures. Julien, ne me faites pas attendre. Vous savez que je punis le retard. Il a appuyé sur le bouton de déverrouillage. Je me suis précipité hors de la voiture, le cœur battant dans mes oreilles. J'ai claqué la porte et je l'ai regardé partir à toute vitesse, les feux arrière disparaissant dans la nuit. Je suis resté sur le trottoir frissonnant dans l'air frais de la nuit. J'allais chez lui. J'allais être seul avec lui sur son territoire pour tout le week-end. J'ai regardé mon téléphone. Le fil de discussion était toujours ouvert. Adrien Sterling, PDG. Dormez bien, Julien. Vous aurez besoin de votre énergie. J'ai fixé l'écran, un mélange de crainte et d'anticipation s'accumulant au creux de mon estomac. J'avais demandé à être ruiné. Et le lendemain matin, j'avais le sentiment qu'Adrien Sterling allait commencer à tenir sa promesse. Fin de la deuxième partie. Troisième partie, le penthouse. Le sommeil était une blague cruelle et impossible. J'ai passé les quelques heures restantes du vendredi soir à fixer le plafond fissuré de ma chambre, mon corps vibrant d'un cocktail toxique d'adrénaline, d'épuisement et de terreur. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Adrien dans la faible lumière de sa voiture. J'entendais sa voix promettant que j'aurais besoin de mon énergie. De l'énergie pourquoi ? À 7 heures du matin, samedi, j'avais complètement renoncé à dormir. Je me tenais devant mon placard ouvert, vivant une crise existentielle complète à propos de quoi porter. Quelle est la tenue appropriée pour aller au penthouse de votre PDG milliardaire pour terminer un rapport, parce que vous l'avez accidentellement messagé en mode sexuel et que maintenant il possède votre âme? Tenue d'affaires décontractée intelligente, ou juste une pancarte autour du cou disant « S'il vous plaît, ne me virez pas ». Je me suis décidé pour un jean foncé et le plus beau pull que je possédais, un cachemire gris anthracite que j'avais acheté en solde il y a 3 ans et qui me faisait me sentir un peu moins comme un imposteur dans le monde de l'entreprise. C'était comme une armure fragile et bon marché contre une arme nucléaire. J'étais dans la cuisine, fixant aveuglément une tasse de café tiède quand Léo est sorti de sa chambre en trébuchant, les cheveux ébouriffés dans tous les sens. « Mec », a marmonné Léo, plissant les yeux face à la lumière du matin. « C'est samedi. Pourquoi t'es habillé comme si tu allais à une réunion parents-prof? Et pourquoi t'as l'air d'avoir vu un fantôme ?» J'ai serré la tasse plus fort. « Urgence au travail. Je dois y aller. » Léo s'est arrêté, ses yeux se plissant. Il me connaissait trop bien. Il connaissait mon visage de menteur. Le bureau est fermé ce week-end pour les réparations de climatisation. Tu me l'as dit hier quand tu te plaignais du bruit. Mon estomac a chuté. J'avais oublié que je lui avais dit ça. Les plans ont changé, ai-je menti, ma voix tendue. C'est une réunion hors site. Hors site avec qui? Ce tyran Sterling. Léo s'est appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Jules, crache le morceau. Tu étais bizarre dans ton dernier message. Tu as envoyé ce texto disant que tu le détestais. Puis tu as disparu pendant des heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas lui dire. Si je disais à Léo que j'avais envoyé par erreur l'autre message, le sale, à Adrien Sterling, il mourrait de rire ici même dans la cuisine. Ou pire, il essaierait d'arranger les choses. Rien ne s'est passé, ai-je menti, ma voix tendue. Le rapport trimestriel est foutu. C'est un désastre. Si je ne le répare pas avant lundi, des têtes vont tomber et la mienne est la première sur le bio. Je dois juste le rencontrer pour récupérer les données. Léo m'a étudié pendant un long moment inconfortable. Tu trembles. J'ai bu trop de café. Tu détestes le café. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Écoute, si Sterling fait, tu sais, s'il dépasse les limites, il ne le fait pas, ai-je dit rapidement. Trop rapidement. C'est juste le travail, Léo. Sérieusement, je dois y aller. Je me suis pratiquement enfui de l'appartement avant qu'il ne puisse poser plus de questions. À 8h58,
Une élégante berline noire mat qui coûtait plus que toutes mes études universitaires s'est arrêtée devant le trottoir. Ce n'était pas la voiture de sport de la veille. Celle-ci était plus grande, plus lourde, plus imposante. Une berline de luxe, mais qui semblait construite pour survivre à une apocalypse. La vitre arrière s'est abaissée en douceur. Adrien n'a rien dit, il m'a juste regardé. Si je pensais qu'il était intimidant en costume, Adrien Sterling en tenue décontractée était dévastateur. Il portait un pantalon foncé sur mesure et un pull en maille noire qui collait à ses épaules et à ses bras d'une manière qui devrait être illégale. Ses cheveux étaient légèrement moins parfaitement coiffés, un peu plus relâchés, le faisant paraître plus jeune, dangereux et obscènement attirant. J'ai ouvert la portière arrière et me suis glissé sur le siège en cuir moelleux. J'avais l'impression d'entrer dans un vide. Le monde extérieur, le bruit de la ville, l'air frais du matin a été instantanément remplacé par l'odeur du cuir cher et son parfum distinctif et enivrant. « Bonjour Julien » a-t-il dit. Il n'a pas levé les yeux de la tablette qu'il tenait. « Bonjour monsieur » a-t-il répété, une pointe d'amusement dans son ton alors que le chauffeur s'éloignait du trottoir. « Nous sommes hors du bureau, vous pouvez laisser tomber la formalité pour le moment. » Je ne savais pas comment l'appeler alors. Adrien semblait trop intime, trop dangereux après les événements de la nuit dernière. Alors je n'ai rien dit. J'ai juste regardé par la vitre teintée, regardant la ville défiler, tandis que nous nous dirigions vers le quartier le plus riche. Le silence dans la voiture était épais, lourd de choses non dites. Chaque fois qu'il bougeait sur le siège, chaque fois que son doigt tapotait l'écran de la tablette, mes muscles se tendaient. J'étais douloureusement conscient de sa proximité, de la façon dont le pull foncé soulignait la ligne ciselée de sa mâchoire. Je détestais le remarquer. Je détestais que même maintenant, terrifié pour mon travail et ma dignité, une partie de mon cerveau rejouait la sensation de son pouce contre ma lèvre, la nuit dernière. Nous sommes entrés dans le parking souterrain d'une tour de verre et d'acier qui s'élevait si haut qu'elle semblait gratter le ciel. Le parking lui-même était plus propre que mon appartement, rempli de voitures qui appartenaient sur des couvertures de magazines. Le chauffeur a ouvert la porte pour moi. Je suis sorti, mes jambes se sentant instables. « Par ici » a dit Adrien, marchant vers un ascenseur privé. Il ne s'est pas retourné pour voir si je le suivais. Il savait que je le ferais. Il a appuyé sa paume contre un scanner biométrique à côté des portes de l'ascenseur. Le panneau métallique a émis un bip et les portes ont glissé instantanément. Il n'y avait pas de bouton à l'intérieur, juste un panneau lisse d'acier brossé. « Penthouse » a dit Adrien clairement. L'ascenseur a commencé à monter, lisse et silencieux. Mes oreilles ont sauté alors que nous montions de plus en plus haut. La montée semblait interminable. J'étais piégé dans une petite boîte métallique avec l'homme qui connaissait mon secret le plus sombre et le plus embarrassant. « Vous êtes silencieux ce matin » a observé Adrien, brisant le silence. Il ne me regardait pas. Il regardait les numéros d'étage défiler sur un écran numérique. « Je suis juste concentré sur le rapport » ai-je réussi à dire. Il a enfin tourné la tête, ses yeux saphir gelés me clouant au mur. « Vraiment ? Parce que vous avez l'air d'attendre qu'une trappe s'ouvre sous vos pieds. N'est-ce pas ce que c'est » ai-je chuchoté. Un piège, un petit sourire sincère a touché ses lèvres. Il n'a pas atteint ses yeux. Si c'était un piège, Julien, vous ne le verriez pas venir avant qu'il ne soit trop tard. C'est une opportunité. Les portes de l'ascenseur ont émis un doux pang et se sont ouvertes. Je suis sorti directement dans son appartement et ma respiration s'est coupée dans ma gorge. Ce n'était pas une maison. C'était un musée organisé par un sociopathe minimaliste au goût impeccable. L'espace entier était à air ouverte, dominé par des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique vertigineuse sur toute la ville. Les sols étaient en béton gris poli, adoucis par des tapis crème massifs et moelleux. Les meubles étaient de clairsemés, bas de profil et avaient l'air incroyablement inconfortables et chers. Beaucoup de chrome, de cuir noir et d'angles aigus. Il n'y avait pas de photos personnelles, pas de désordre, pas de bibelots.
C'était froid, immaculé et massif. Ça sentait légèrement le cèdre et l'air froid. C'était exactement le genre d'endroit où Adrien Sterling vivrait. « Chaussures » a dit Adrien, retirant ses mocassins à la porte. J'ai rapidement enlevé mes baskets, me sentant ridicule en chaussettes sur le sol en béton froid. « Café » a-t-il demandé, marchant vers une cuisine plus grande que tout mon appartement. Elle ressemblait à un laboratoire, toutes les surfaces en inox et les appareils cachés derrière des armoires sans poignées. « S'il vous plaît, noir ». J'avais besoin de caféine pour redémarrer mon cerveau, qui avait apparemment fait un arrêt cardiaque en entrant dans cet espace. Je me tenais maladroitement au milieu du vaste salon, ayant peur de toucher quoi que ce soit. Je me sentais comme une tache de saleté sur une lentille parfaitement propre. Ce monde, ce niveau de richesse et de contrôle m'était étranger, et j'y étais actuellement retenu en otage. Adrien se déplaçait dans la cuisine avec la même grâce efficace qu'il se déplaçait au bureau. Il est revenu un moment plus tard avec 2 tasses noires mates. Il m'en a tendu une. Nos doigts se sont effleurés pendant l'échange. La décharge d'électricité qui m'a remonté le bras a été si forte que j'ai failli laisser tomber la tasse. J'ai sursauté, renversant du café chaud sur ma main. Aïe, bon sang, ai-je sifflé, secouant instinctivement ma main. Quelques gouttes sombres ont atterri sur le tapis crème immaculé. L'horreur m'a envahi. J'ai fixé les petites taches sombres sur le tissu chair. J'étais dans sa maison depuis moins de 5 minutes et j'avais déjà ruiné quelque chose. Je suis tellement désolé, ai-je paniqué, regardant frénétiquement autour de moi pour une serviette en papier, une serviette, n'importe quoi. Je suis tellement désolé, monsieur. Je vais nettoyer. Dites-moi juste où. Julien. Sa voix était tranchante, coupant à travers ma panique. Je suis tellement maladroit. Je ne voulais pas. Je paierai le nettoyage. Arrêtez. Adrien s'est rapproché, prenant la tasse de ma main tremblante et la posant sur une table en verre voisine avec un clic solide. Il a saisi mon poignet, sa prise ferme mais pas douloureuse, tenant ma main brûlée pour l'inspecter. Sa peau était fraîche contre ma chair enflammée. Il a examiné la peau rouge où le café m'avait ébouillanté, son expression clinique. « Ce n'est pas grave, juste de la rougeur », a-t-il murmuré. Il n'a pas lâché prise. Il m'a conduit, m'a vraiment traîné, car j'étais trop sidéré pour marcher correctement, jusque dans la cuisine. Il a ouvert le robinet, laissant l'eau couler jusqu'à ce qu'elle soit glacée, puis a poussé ma main sous le jet. « Mieux ?» a-t-il demandé, debout, juste derrière moi. Il était si proche que sa poitrine effleurait mon dos. J'étais piégé entre le comptoir en granit froid et le mur de chaleur qu'était Adrien Sterling. « Oui, merci » ai-je chuchoté, incapable de me retourner. Il a fermé l'eau et a saisi une serviette, séchant doucement ma main avec des tapotements. L'action était étonnamment domestique, étonnamment douce, venant d'un homme qui avait menacé de ruiner ma vie il y a moins de 12 heures. « Vous devez vous calmer, Julien » a-t-il dit, sa voix basse près de mon oreille. « Vous vibrez d'anxiété. Vous allez faire des erreurs si vous êtes aussi tendu. » Je ne peux pas m'en empêcher, ai-je admis, fixant ma main rouge dans la sienne, être ici avec vous, sachant ce que vous savez. Adrien m'a tourné lentement de sorte que mon dos soit contre le comptoir. Il est entré dans mon espace personnel, posant une main sur le granit de chaque côté de mes hanches, me coinçant. Ma respiration s'est coupée. C'était ça, le texto Privy. « Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous faire ?» a-t-il demandé doucement, ses yeux cherchant les miens. « Je ne sais pas » ai-je soufflé. « Me virer. Me faire chanter davantage. Ou... » Il a incliné la tête, une mèche de cheveux foncés tombant sur son front. « Ou faire ce que j'ai écrit dans ce texto. » Le silence s'est étiré tendu. Son regard est descendu sur mes lèvres, puis est remonté vers mes yeux. L'air entre nous a crépité. « Si je faisais ça » a murmuré Adrien, se penchant si près que je pouvais sentir son souffle sur mes lèvres. « Nous ne ferions pas de travail aujourd'hui. Et j'ai besoin de ce rapport, Julien. » Il s'est reculé brusquement, la perte de sa proximité me faisant chanceler légèrement. « Venez » a-t-il dit, son ton à nouveau professionnel, comme si la dernière minute ne s'était jamais produite. « Mon bureau est par ici. Je vous ai installé un poste de travail. »
Je les regardais partir, mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Ils jouaient avec moi. Ils prenaient plaisir à me ferrer et à me repousser, me gardant constamment déstabilisé. Et Dieu m'aide, ça marchait. Je l'ai suivi dans un large couloir. Il a ouvert un ensemble de doubles portes révélant un immense bureau à domicile. Il était dominé par un énorme bureau en bois foncé et un mur d'étagères intégré rempli de livres reliés en cuir. Sur un bureau plus petit et séparé près de la fenêtre, un ordinateur portable dernier cri était installé, connecté à 2 grands moniteurs. « Le serveur est accessible par ici », a dit Adrien, désignant l'installation. « Tous les fichiers sont chargés. Vous avez jusqu'à demain soir pour reconstruire le rapport à partir des données brutes. » « Demain soir ?» ai-je demandé, regardant la montagne de travail numérique qui m'attendait. « C'est impossible. Je ne fais pas d'impossible, Julien, et vous non plus désormais. » Il a marché vers son propre bureau massif et s'est assis, ouvrant son propre ordinateur. « J'ai des appels internationaux à passer toute la matinée. Je m'attends à ce que vous soyez silencieux et productif. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'eau, du café, des toilettes, vous demandez la permission d'abord. » Ma mâchoire est tombée. La permission d'utiliser les toilettes ? Il a levé les yeux, son visage très sérieux. J'ai bégayé. Je l'ai fixé, l'indignation luttant contre la peur. C'était absurde, c'était dégradant. C'était un trip de pouvoir d'une ampleur épique. « Oui, monsieur », ai-je dit entre mes dents serrées. « Bon garçon », a-t-il murmuré distraitement, regardant déjà son écran. L'expression affectueuse occasionnelle, si c'en était une, m'a envoyé une onde de choc. Je me suis assis à mon bureau désigné, les mains tremblantes alors que je me connectais au système. Je le détestais. Je le détestais vraiment et profondément. J'ai ouvert les feuilles, de calcul de données brutes, les chiffres nageant devant mes yeux. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de repousser la présence de l'homme à l'autre bout de la pièce, dans l'arrière de mon esprit. Je devais me concentrer. Je devais lui prouver que j'étais plus qu'un analyste junior maladroit et désirant avec qui il pouvait jouer. J'étais bon à mon travail. J'ai commencé à taper. Pendant 2 heures, les seuls sons dans la pièce massive étaient les cliquetis des claviers et la voix basse d'Adrien parlant en mandarin rapide lors d'une conférence téléphonique. Il avait l'air puissant, impitoyable, négociant des accords valant des millions sans transpirer. C'était distrayant. C'était exaspérant. Vers 11h30, ma vessie a commencé à protester contre les quantités abondantes de café que j'avais consommées. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de me retenir. Mais après 20 autres minutes, c'était indéniable. J'ai arrêté de taper. Le silence de mon coin de la pièce a semblé attirer son attention. Il a aussi arrêté de taper. Je me suis tourné dans mon fauteuil. Il me regardait, un sourcil levé en signe d'attente. J'ai avalé ma fierté. Mon visage brûlait. « Monsieur. »« Oui, Julien. Est-ce que je peux utiliser les toilettes, s'il vous plaît ?» Adrien s'est appuyé contre son immense fauteuil en cuir, joignant les doigts sous le menton. Il a pris son temps pour répondre, ses yeux me parcourant, évaluant mon inconfort. « Faites-vous des progrès adéquats ?» a-t-il demandé calmement. « Oui, j'ai reformaté les données marketing des 2 premiers trimestres. » Il a considéré cela. Les secondes ont tiqué. Je me sentais comme un enfant demandant à quitter la salle de classe, et l'humiliation était une braise brûlante dans ma poitrine. « Très bien, a-t-il dit enfin. Au bout du couloir, 2e porte à gauche. Soyez rapide. » « Merci, ai-je marmonné, me levant si vite que mon fauteuil a roulé en arrière avec un fort cliquetis. Je suis sorti précipitamment de la pièce, sentant ses yeux sur mon dos à chaque pas. J'ai trouvé la salle de bain, qui était toute en marbre noir et accessoires dorés, plus belle que n'importe quel appartement où j'avais jamais vécu, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis appuyé contre la lourde porte en bois, respirant fort. Je me suis regardé dans l'énorme miroir au-dessus du lavabo. Mes yeux étaient écarquillés et frénétiques, mes joues rouges vifs. J'avais l'air d'une épave. « Ressaisis-toi, Julien », ai-je chuchoté à mon reflet. Ce n'est qu'un homme, un homme riche, arrogant et manipulateur.
Mais alors que je me lavais les mains dans le lavabo en marbre, je ne pouvais pas arrêter l'autre pensée qui faisait surface. La vérité indésirable qui mijotait depuis la nuit dernière. C'était un homme qui démantelait lentement et systématiquement mes défenses. Et la partie terrifiante n'était pas que je craignais qu'il ne me ruine. La partie terrifiante était que je commençais à attendre cela avec impatience. Je me suis séché les mains sur une serviette plus douce que mes draps de lit et je suis ressorti dans le couloir. Le silence du penthouse était oppressant. Alors que je revenais vers le bureau, j'ai entendu la voix d'Adrien. Il n'était plus au téléphone. Le ton était différent. Plus bas, en colère. Je me fiche de ce que pense le conseil d'administration, Marc. Ils craignent le changement. Je ne te paye pas pour me dire ce qu'ils craignent. Je te paye pour mettre en œuvre ma vision. Une pause. L'acquisition se fait lundi. S'il y a des fuites, la moindre hésitation. Je brûlerai ce département de fond en comble et je recommencerai. Une autre pause. Oui. Et Marc trouve qui a lancé la rumeur sur l'audit interne. Je veux un nom d'ici la fin de la journée. Il a raccroché le téléphone avec une violence qui a résonné dans le couloir. Je me suis figé devant les portes du bureau. L'acquisition, la rumeur d'un audit. C'étaient des choses massives, des choses qu'un analyste junior ne devrait jamais entendre. L'entreprise était instable en ce moment. Pas étonnant qu'il soit si à cran à propos des rapports trimestriels. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé les portes. Adrien était debout près de la fenêtre, me tournant le dos. Ses épaules étaient rigides de tension. L'air dans la pièce semblait chargé comme les instants avant un coup de foudre. J'ai marché tranquillement jusqu'à mon bureau, espérant devenir invisible. « Vous avez entendu cela ?» a dit Adrien. Ce n'était pas une question. Il ne s'est pas retourné. Je me suis arrêté. J'en ai entendu une partie. Oui. Il s'est tourné lentement. Son visage était un masque de rage glaciale, mais en dessous, j'ai vu autre chose. De l'épuisement et une intensité féroce et terrifiante. « Venez ici », a-t-il commandé. J'ai hésité. « Julien, venez ici. Maintenant. » J'ai marché vers lui, m'arrêtant à quelques pas. La vue derrière lui était spectaculaire. La ville s'étendait comme une carte sous nous, mais je ne pouvais pas détourner les yeux de ses yeux. « Vous savez quelque chose », a-t-il dit, se rapprochant, envahissant mon espace personnel jusqu'à ce que je doive incliner la tête en arrière pour le regarder à propos des rumeurs d'audit. Vous êtes au rez-de-chaussée. Vous entendez les commérages avant qu'ils n'atteignent la suite de direction. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais quelque chose. Léo en avait parlé il y a quelques jours, quelque chose qu'il avait entendu d'un gars de la comptabilité. J'ai peut-être entendu des murmures, ai-je admis prudemment. Adrien a tendu la main, sa main entourant l'arrière de ma nuque. Ce n'était pas un toucher doux comme avant. C'était possessif, autoritaire, ses doigts emmêlés dans les cheveux à la base de ma nuque, m'attirant juste un peu plus près. « Dites-moi », a-t-il exigé, sa voix basse et rauque. « Qui le répand ?»« Adrien, je ne peux pas. Je ne sais pas avec certitude. C'est juste des commérages. Dites-le-moi. » Sa prise s'est légèrement resserrée, envoyant un éclair d'électricité le long de ma colonne vertébrale. La menace ne portait plus sur mon travail. Elle était physique. Elle était intime. Cela venait de la comptabilité, ai-je chuchoté, hypnotisé par la fureur dans ses yeux. Quelqu'un nommé Grégoire, c'est tout ce que je sais, je le jure. Adrien m'a fixé pendant un long moment angoissant. Il semblait peser ma véracité, cherchant sur mon visage le moindre signe de tromperie. Puis, lentement, la tension a quitté ses épaules. Sa prise sur ma nuque s'est relâchée, se transformant en caresse. Son pouce a tracé la ligne de ma mâchoire, un toucher léger comme une plume qui a coupé ma respiration. Bien, a-t-il murmuré, ses yeux retombant sur mes lèvres. La colère avait disparu, remplacée par cette faim qui s'assombrissait que j'avais vue la nuit dernière. Vous êtes utile, Julien, plus utile que je ne le pensais. Il s'est penché, son front reposant contre le mien. J'ai fermé les yeux, submergé par sa proximité, par son odeur, par les montagnes russes de peur et de désir qu'il me faisait vivre chaque fois que nous étions dans une pièce ensemble. « Ne me faites pas regretter de vous avoir amené ici », a-t-il chuchoté contre ma peau.
Je ne le ferai pas, ai-je respiré en retour. Retourner travailler. Il m'a libéré et s'est éloigné sans un regard en arrière. Je suis resté là près de la fenêtre, les jambes tremblantes, regardant la ville en dessous, réalisant que j'étais déjà beaucoup trop engagé. Et il n'était même pas encore midi le samedi. Fin de la 3e partie. 4e partie, la tempête. L'air dans le penthouse avait changé. Avant, il avait été froid, stérile, terrifiant. Maintenant, il était chargé, lourd, comme l'air avant qu'un orage n'éclate, épais d'électricité et d'odeur d'ozone. Après l'incident dans le couloir, après qu'Adrien m'eut cloué de son regard et exigé le nom du colporteur de rumeurs, nous nous étions retirés dans nos coins respectifs de l'immense bureau. Mais la dynamique avait changé. Je n'étais plus seulement l'analyste junior maladroit. J'étais un complice. Je lui avais donné un nom, Grégoire de la comptabilité. Et ce faisant, j'avais franchi une ligne. J'étais de son côté maintenant. Et Dieu m'aide, c'était enivrant. Pendant les 4 heures suivantes, les seuls sons étaient le cliquetis rythmique de mon clavier et le bourdonnement occasionnel de la voix profonde d'Adrien, alors qu'il passait des appels. Je ne comprenais pas la plupart de ce qu'il disait, du jargon juridique, des termes d'acquisition, des tactiques de négociation agressive, mais le ton était sans équivoque. Il partait en guerre et il gagnait. À 18 heures, le soleil a commencé à se coucher, peignant les fenêtres massives du sol au plafond dans des teintes de violet meurtri et d'orange flamboyant. Les lumières de la ville se sont allumées en dessous, une mer scintillante de diamants qui semblait à 1 million de kilomètres. Mes yeux brûlaient, mon dos me faisait mal à force d'être penché sur l'ordinateur. Mais le rapport était un chef-d'œuvre. J'avais reconstruit les modèles de données, corrigé les erreurs de marketing et rationalisé les projections. C'était propre, c'était parfait. Terminé, ai-je chuchoté, m'appuyant contre mon dossier et étirant mes bras au-dessus de ma tête. Un craquement satisfaisant a résonné dans ma colonne vertébrale. Fini. J'ai sursauté. Je ne l'avais pas entendu bouger. Adrien était debout, juste derrière mon fauteuil, tenant 2 verres de liquide ambré. Il avait abandonné son pull il y a des heures et portait maintenant juste un t-shirt anthracite qui collait à sa poitrine d'une manière qui rendait très difficile la concentration sur les feuilles de calcul. Oui, ai-je réussi à dire, ma voix rauque par manque d'usage. Je dois juste exécuter les tableaux croisés dynamiques, finaux, mais les données de base sont corrigées. L'équipe d'acquisition ne trouvera pas une seule erreur. Adrien a posé un des verres sur mon bureau. Buvez. Je ne devrais pas. Je dois rentrer en voiture. Vous n'avez pas de voiture ici, m'a-t-il rappelé, prenant une gorgée de son propre verre, et il pleut à verse dehors. Vous n'allez nulle part pour le moment. J'ai regardé vers la fenêtre. Effectivement, une pluie battante fouettait la vitre, déformant les lumières de la ville en stries floues. J'avais été si concentré que je n'avais même pas remarqué le changement de temps. J'ai tendu la main vers le verre. Du whisky cher. Il a brûlé en descendant, s'installant chaud et lourd dans mon estomac vide. « Laissez-moi voir », a dit Adrien. Il ne s'est pas déplacé sur le côté du bureau. Au lieu de cela, il s'est penché sur moi par derrière, posant une main sur la surface du bureau et l'autre sur le dossier de mon fauteuil. Il me coinçait à nouveau, sa poitrine pressée légèrement contre mon épaule alors qu'il se penchait pour regarder le moniteur. J'ai arrêté de respirer. Son odeur, bois de santal, pluie et la légère odeur musquée d'un homme qui avait travaillé toute la journée, a rempli mes sens. « Descendez », a-t-il commandé, sa voix grondant juste à côté de mon oreille. Ma main tremblait quand je suis allé vers la souris. J'ai fait défiler les pages de résumé. « Arrêtez ». Je me suis figé. Quelque chose ne va pas ? Adrien s'est penché plus près, son visage à quelques centimètres du mien, alors qu'il scrutait les chiffres. Cette projection pour le 3e trimestre. Vous avez ajusté les frais généraux. Oui, ai-je dit rapidement, nerveux. L'analyste précédent n'avait pas pris en compte la maintenance de la nouvelle ferme de serveurs. C'était caché dans le grand livre auxiliaire informatique. Je l'ai déplacé dans les coûts opérationnels où ça appartient. Cela diminue le bénéfice net de 2%, mais c'est exact. Si les auditeurs l'avaient retrouvé plus tard, ils l'auraient signalé comme une manipulation.
Silence. Adrien a fixé l'écran pendant un long moment, angoissant. Je me suis préparé à ce qu'il crie, à ce qu'il me dise que j'avais ruiné les chiffres, à ce qu'il me dise de tout remettre comme avant. Vous avez trouvé les coups cachés dans le grand livre auxiliaire informatique ? A-t-il demandé tranquillement. Oui, monsieur. Ça a pris un moment à les déterrer, mais il a tourné son visage. Il était si proche que son nez a effleuré ma tempe. Brillant. Le mot était un murmure, mais m'a frappé comme un coup physique. Vous êtes brillant, Julien. Il s'est redressé, me donnant enfin de l'espace pour respirer, bien que j'ai eu plus froid à l'instant où il s'est éloigné. Il a pris une longue gorgée de son whisky, me regardant avec une nouvelle expression. Respect. Grégoire de la comptabilité n'a pas seulement répandu des rumeurs, a dit Adrien, ses yeux se plissant. C'est lui qui a préparé le budget informatique original. Il a caché ses coûts intentionnellement pour gonfler les chiffres, sachant que l'audit le découvrirait et ferait capoter l'accord d'acquisition. Ma mâchoire est tombée. Sabotage. Espionnage industriel, a corrigé Adrien sombrement. Quelqu'un a payé pour faire capoter cet accord, et vous venez de le sauver. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé, non pas comme un subordonné, mais comme un égal. Vous m'avez économisé 1 milliard d'euros aujourd'hui, Julien. Je faisais juste mon travail. Non, vous avez fait ce que personne d'autre n'a pris la peine de faire. Vous avez fait attention. Il a marché vers la fenêtre, fixant la tempête. Faim ? Oui. Un peu. Bien, parce que je meurs de faim. Et puisque vous avez sauvé l'entreprise, je suppose que je peux cuisiner pour vous. J'ai cligné des yeux. Vous cuisinez ? Il a jeté un regard en arrière par-dessus son épaule, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Je vis seul, Julien. Je n'aime pas les étrangers dans ma maison. Femme de ménage, chef. Je ne leur fais pas confiance. J'ai appris à survivre. Regarder Adrien Sterling cuisiner était une expérience qui aurait dû venir avec un avertissement. Il se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité mortelle, coupant les légumes, avec une habileté au couteau légèrement terrifiante. Il avait roulé les manches de son t-shirt, révélant des avant-bras qui se contractaient à chaque mouvement. Je me suis assis sur un tabouret au comptoir de la cuisine, sirotant mon whisky, incapable de détourner le regard. C'était surréaliste. Le PDG milliardaire préparait des pâtes à la carbonara. C'est simple, a-t-il dit, me surprenant à le fixer. Œufs, fromage, guanciale, poivre. Pas de crème. Si vous utilisez de la crème, vous êtes un hérétique. Je ne savais pas que vous aviez des opinions aussi fortes sur les pâtes. Ai-je murmuré, sentant l'alcool bourdonner agréablement dans ma tête. J'ai des opinions fortes sur tout, Julien. Vous devriez le savoir maintenant. Il a dressé les assiettes et a fait glisser un bol vers moi sur le comptoir. Ça sentait divinement bon. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. C'étaient les meilleures pâtes que j'avais jamais goûtées. Riches, salées, parfaites. Pourquoi ? Ai-je demandé soudainement, brisant le silence. Adrien a levé les yeux, une fourchette pleine de pâtes à mi-chemin de sa bouche. Pourquoi quoi ? Pourquoi vous souciez-vous tant de l'entreprise, de l'acquisition ? Vous avez assez d'argent pour acheter un petit pays. Vous pourriez prendre votre retraite demain et ne plus jamais travailler. Pourquoi vous stressez ? Pourquoi gérer des gens comme Grégoire ? Pourquoi ? Pourquoi cela ? J'ai fait un geste vers le penthouse, l'isolement. Adrien a posé sa fourchette lentement. Il a pris son verre de vin. Il était passé à un rouge corsé et l'a fait tourner. Parce que c'est à moi, a-t-il dit, sa voix basse. Mon père, c'était un joueur, pas aux cartes, mais en affaires. Il a bâti des empires et les a perdus. Il nous a laissés sans rien quand j'avais 18 ans. J'ai juré que je construirais quelque chose que personne ne pourrait m'enlever, quelque chose de solide. Sterling et compagnie n'est pas qu'une entreprise, Julien. C'est ma forteresse. C'est la preuve que j'existe et que je compte. Il m'a regardé, ses yeux bleus vulnérables pour la première fois. Si je la perds, je me perds. Mon cœur lui faisait mal. Sous l'arrogance, sous l'extérieur terrifiant, il n'y avait qu'un garçon qui avait peur de tout perdre. Vous ne la perdrez pas, ai-je dit doucement. Le rapport est parfait. Les chiffres sont solides. Vous allez gagner.
Adrien a soutenu mon regard. L'air entre nous a changé à nouveau, devenant plus lourd, plus chaud. Grâce à vous, a-t-il chuchoté. Il s'est levé et a contourné le comptoir. Je me suis raidi, mais je ne me suis pas retiré. Il s'est arrêté juste à côté de mon tabouret, s'appuyant la hanche contre le comptoir. Il me dominait à nouveau. « Vous avez terminé le travail », a-t-il dit. « Oui, alors techniquement, vous êtes libre de partir. » Mon cœur a chuté. C'est vrai, je devrais appeler un taxi. Par ce temps, il a fait un geste vers la fenêtre. Le tonnerre a secoué la vitre, un grognement bas et menaçant. Vous attendriez 1 heure et les ponts sont probablement inondés. Alors, qu'est-ce que je fais? Restez. Le mot a flotté dans l'air. Restez ici, ai-je couiné. J'ai une chambre d'amis, a-t-il dit rapidement, bien que ses yeux disent autre chose. Ils étaient les sombres, dilatés, ou un canapé. Il est tard, vous êtes fatigué, vous avez bu du whisky. C'est irresponsable de vous renvoyer là-dehors. Adrien, ai-je dit, ma voix tremblante, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Parce que je me suis levé, ayant besoin de mettre de la distance entre nous, mais il n'y avait nulle part où aller. J'étais piégé entre lui et le comptoir, parce que tout, à cause de qui vous êtes, à cause de qui je suis, à cause de ce texto, a-t-il répété. Il a fait un pas plus près, me serrant. Nous n'avons pas parlé du texto depuis hier, nous n'avons pas besoin d'en parler. C'était une erreur. C'en était une? Il a tendu la main, sa main caressant ma joue, son pouce a effleuré ma pommette, envoyant des étincelles dans tout mon corps. « Vous avez dit que vous vouliez essuyer l'arrogance de mon visage », a-t-il murmuré, son regard tombant sur ma bouche. « Est-elle toujours là, Julien? Suis-je encore trop arrogant pour vous? » « Oui, ai-je soufflé, bien que mon corps me trahisse. Je me suis penché instinctivement vers son toucher. « Vous êtes exaspérant, vous êtes contrôlant, vous êtes... »« Je suis quoi? Vous êtes seul, ai-je chuchoté. » Adrien a tressailli comme si je l'avais giflé. Sa main est tombée de mon visage. Pendant une seconde, j'ai cru être allé trop loin. J'ai cru qu'il allait me mettre dehors. Mais il a ri. Un rire sec et sans humour. « Vous voyez trop, a-t-il dit. C'est dangereux de voir autant, Julien. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors arrêtez de regarder. Je ne peux pas. » Il m'a fixé. Une guerre faisant rage derrière ses yeux. La retenue contre le désir, la logique contre le besoin. « Allez dans la chambre d'amis », a-t-il dit rudement, reculant. Au bout du couloir, dernière porte à droite. Verrouillez la porte, Julien. Quoi? Verrouillez la porte, a-t-il répété. Sa voix dure, parce que si vous ne le faites pas, je risque d'oublier que je suis votre patron et je risque d'oublier que vous n'êtes qu'un analyste junior qui a fait une erreur. Adrien. Allez. Le commandement a claqué comme un fouet. Je me suis précipité, attrapant mon sac, et je me suis dépêché dans le couloir. J'ai trouvé la chambre d'amis, une autre pièce immaculée et froide avec un lit massif, et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient, si fort que j'avais du mal à tourner le verrou. Clic. Je me suis appuyé le front contre le bois lourd de la porte, respirant fort. J'étais en sécurité. J'étais enfermé, mais alors que je me tenais là à écouter le tonnerre dehors et le silence à l'intérieur, une réalisation terrifiante m'a envahi. Je ne voulais pas être en sécurité. J'ai fixé le verrou. Il m'avait dit de le verrouiller pour me protéger de lui. Mais qui allait me protéger de moi-même? J'ai marché vers le lit et je me suis assis, enfouissant mon visage dans mes mains. L'image de lui dans la cuisine, vulnérable, intense, désirant, était gravée dans mes rétines. Je me suis allongé tout habillé, fixant le plafond. Le sommeil était impossible. 1 heure a passé, puis 2. L'orage faisait toujours rage. Vers minuit, un doux coup à la porte m'a fait sursauter, manquant de sortir de ma peau. Julien, sa voix était étouffée par le bois. Elle sonnait rauque, ivre, ou simplement désespérée. Je n'ai pas répondu. J'ai retenu ma respiration. « Je sais que vous êtes éveillé, a-t-il dit doucement.
J'ai marché vers la porte, mes pieds l'un nus silencieux sur la moquette épaisse. J'ai pressé mon oreille contre le bois. « Partez, Adrien », ai-je chuchoté, bien que je ne sois pas sûr qu'il puisse m'entendre. « Je ne peux pas », a-t-il répondu. Il était juste là, appuyé contre la porte de l'autre côté. Je n'arrête pas d'y penser. Penser à quoi? Au texto. La partie sur la fenêtre. Ma respiration s'est coupée. « Allez dormir, monsieur. » « Ne m'appelez pas monsieur en ce moment, a-t-il grondé bas. « Ouvrez la porte. » « Vous m'avez dit de la verrouiller. J'ai changé d'avis. Vous êtes ivre. Je suis sobre, douloureusement sobre. »« Ouvrez la porte, Julien. » »« Non. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que si je l'ouvre, ma voix s'est brisée. Si je l'ouvre, je ne pourrai pas vous arrêter, et j'ai besoin de ce travail. » Silence de l'autre côté. Un long silence pesant. « Vous ne perdrez pas votre travail, » a dit Adrien enfin. Sa voix était dépouillée de toute arrogance. Ce n'était que de l'honnêteté brute. « Mais vous risquez de perdre votre raison. Parce que si vous ouvrez cette porte, je vais faire exactement ce que vous avez demandé. Tout. » Ma main planait au-dessus du verrou. La partie rationnelle de mon cerveau criait non. Elle criait que c'était un désastre, un procès en attente, un cœur brisé en devenir. Mais la partie de moi qui avait envoyé ce texto, la partie de moi qui l'avait regardé cuisiner, travailler et se battre pour son héritage, cette partie criait « oui ». J'ai fermé les yeux. J'ai saisi le métal froid du verrou et je l'ai tourné. Clic. Le son était plus fort que le tonnerre dehors. La poignée de la porte a tourné lentement. La porte s'est ouverte en grinçant. Adrien se tenait dans le couloir. Il était pieds nus maintenant. Ses cheveux étaient ébouriffés comme s'il les avait passés en revue avec ses mains pendant des heures. Ses yeux étaient des piscines sombres d'intention. Il n'a pas dit un mot. Il est juste entré dans la pièce, fermant la porte d'un coup de pied derrière lui avec une finalité qui a résonné dans mes os. Il a marché vers moi, ne s'arrêtant pas avant d'être au-dessus de moi, la chaleur rayonnant de son corps, réchauffant le froid de la pièce. « Vous l'avez déverrouillé » a-t-il chuchoté, semblant presque émerveillé. « Oui. »« Dernière chance, Julien. Dites-moi de partir. » Je l'ai regardé, l'homme qui me terrifiait et me fascinait à parts égales. « Forcez-moi » ai-je défié doucement. Quelque chose s'est rompu dans ses yeux. Une attache se brisant, il n'a pas hésité. Il a saisi le devant de ma chemise, froissant le tissu dans son poing et m'a plaqué contre le mur. Pas assez fort pour faire mal, mais assez fort pour me couper le souffle. Enfin a-t-il grondé, et puis sa bouche s'est écrasée sur la mienne. Ce n'était pas un baiser doux, c'était une collision. C'était des mois de frustration refoulée, de colère et de désir caché qui explosaient tous en même temps. Il m'embrassait comme s'il se noyait et que j'étais l'oxygène. Sa langue a balayé ma bouche, me revendiquant, me goûtant, me possédant. J'ai haleté en roulant mes bras autour de son cou, l'attirant plus près, fondant dans la dureté de son corps. Il avait le goût du whisky et du danger. Il s'est reculé juste d'1 centimètre, son front reposant contre le mien, tous deux haletants. « Vous n'avez aucune idée, a-t-il dit d'une voix rauque, depuis combien de temps je voulais faire ça. »« Montrez-moi, ai-je chuchoté, faisant écho aux mots de mon texto envoyé par erreur. Adrien a laissé échapper un gémissement bas et guttural. Il m'a soulevé dans ses bras comme si je ne pesais rien, me portant vers le lit, avec plaisir. Fin de la 4e partie. 5e partie, les conséquences. Charte, lumière du soleil. Trop de lumière. Elle entrait par les fenêtres du sol au plafond avec une vengeance, perçant à travers mes paupières comme de minuscules aiguilles brillantes. J'ai grogné, essayant de me retourner, mais mon corps semblait lourd, languissant, différent. Puis les souvenirs me sont revenus en force. L'orage, le whisky, le verrou qui cliquetait en s'ouvrant. La façon dont Adrien m'avait regardé, comme un homme affamé enfin présenté à un festin. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. Je n'étais pas dans mon lit. Je n'étais même pas dans la chambre d'amis. J'étais dans sa chambre, la suite principale, un espace si grand qu'il avait son propre code postal, dominé par un lit massif avec des draps qui semblaient en soie, tissés, et j'étais empêtré dans eux, nu, paniqué, froid et tranchant, une pointe dans ma poitrine. Je me suis assis,
serrant le drap contre ma poitrine, mon cœur martelant un rythme frénétique contre mes côtes. L'espace à côté de moi était vide, l'oreiller portait encore l'empreinte de sa tête. Et quand je me suis penché plus près, l'odeur du bois de santal et de quelque chose distinctement masculin a rempli mon nez. Mais Adrien était parti. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté, la réalité de ce que j'avais fait s'abattant sur moi. J'avais couché avec mon patron milliardaire, arrogant et terrifiant, l'homme qui tenait ma carrière dans le creux de sa main, et maintenant il était parti. L'avait-il regretté ? Était-il en bas en ce moment rédigeant ma lettre de licenciement ou pire faisant comme si ça ne s'était jamais produit ? Je suis sorti du lit à toute vitesse, les jambes flageolantes. J'ai trouvé mes vêtements, le jean et le pull que j'avais porté la veille, soigneusement pliés sur une chaise voisine. Mes sous-vêtements étaient quelque part. Je ne voulais pas penser à où. J'ai enfilé mes vêtements avec des mains tremblantes, me sentant comme un intrus dans ce sanctuaire immaculé et silencieux. Je devais partir. Je devais m'échapper avant d'avoir à l'affronter, avant que la gêne ne m'étouffe. Je me suis faufilé hors de la chambre, mes chaussettes glissant silencieusement sur le sol en béton poli. Le penthouse était calme, trop calme. J'ai atteint le salon. Il était vide, la cuisine était immaculée, comme si personne n'y avait jamais cuisiné de carbonara. Puis, je l'ai vu. Un mot sur l'îlot de cuisine. Un seul morceau de carton crème lourd avec son écriture distincte et tranchante. Parti au bureau. La réunion d'acquisition a été avancée. Restez ici. Attendez-moi. N'ayez pas l'audace de partir. Ah. N'ayez pas l'audace de partir, ai-je lu à voix haute, un rire hystérique bouillonnant dans ma gorge. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Du Adrien tout craché. Même en son absence, il me contrôlait. Mais le A en bas, pas Sterling, juste un A. Ça semblait intime, possessif. Mon estomac a gargouillé, me rappelant que je n'avais pas mangé depuis les pâtes de la veille. À côté du mot, il y avait une assiette couverte. J'ai soulevé la cloche en argent parce que, bien sûr, il avait une cloche en argent pour révéler un petit repas déjeuner parfaitement disposé, des viennoiseries, des fruits et un thermos de café. Il avait préparé le petit déjeuner avant de partir sauver son entreprise valant 1 milliard d'euros. Je me suis effondré sur un tabouret, submergé. Que se passait-il ? Était-ce une relation ou n'étais-je qu'une distraction commode avant le plus grand accord de sa vie ? J'ai mangé rapidement, la nourriture se transformant en cendres dans ma bouche alors que l'anxiété me rongeait. Je ne pouvais pas rester ici. Je ne pouvais pas juste m'asseoir dans sa tour d'ivoire pendant qu'il livrait une guerre que j'avais aidé à préparer. J'ai vérifié mon téléphone. Il était 11 heures du dimanche. Attendez la réunion. Si la réunion d'acquisition avait été avancée, cela signifiait que le sabotage que j'avais découvert, les coûts informatiques cachés, Grégoire de la comptabilité, étaient sur le point d'exploser à la figure de tout le monde. Adrien marchait vers une embuscade dans une salle de conseil, armé des données que j'avais préparées. Si j'avais fait une erreur, si j'avais manqué un seul calcul, il ne perdrait pas seulement l'entreprise, il serait humilié, détruit. J'avais besoin d'être là, non pas comme son amant, mais comme son analyste. J'ai attrapé mon sac, j'ai ignoré son ordre de rester et j'ai couru vers l'ascenseur. Le bâtiment de Sterling et compagnie était étrangement calme un dimanche, mais l'étage de la direction bourdonnait d'une tension palpable. Les réparations de climatisation étaient apparemment terminées, ou du moins suspendues, car l'air était glacial. J'ai passé mon badge au tourniquet de sécurité. Ça marchait encore. Dieu merci. J'ai pris l'ascenseur, mon cœur battant. Quand les portes se sont ouvertes, au dernier étage, j'ai vu le chaos. Des gens en costume couraient tacossichés d'avant en arrière avec des piles de papier. Des avocats se disputaient à voix basse dans les coins. Et au centre de tout cela, à travers les murs de verre de la salle de conférence principale, il y avait Adrien. Il se tenait à la tête de la massive table en acajou, ressemblant à un roi face à un peloton d'exécution. Il portait un costume différent aujourd'hui, bleu marine, tranchant, intimidant. Son visage était un masque de fureur glaciale. Autour de la table étaient assis les membres du conseil,
de vieux hommes et femmes aux cheveux blancs qui avaient l'air de sentir le sang dans l'eau. Et là, assis confortablement vers le bout, il y avait Grégoire de la comptabilité. Je me suis approché du verre, essayant d'être discret, mais mes yeux étaient verrouillés sur Adrien. Il avait l'air fatigué. Il y avait de légères ombres sous ses yeux qui n'étaient pas là la veille, mais sa posture était rigide, inflexible. « Les chiffres ne correspondent pas, Adrien, » disait l'un des membres du conseil, un homme nommé Amarque. Sa voix était amplifiée par l'acoustique de la pièce, audible même à travers le verre. L'équipe de diligence raisonnable a trouvé des divergences dans les coûts opérationnels. Les acheteurs ont des doutes. Ils pensent que nous cachons des dettes. Si nous ne pouvons pas justifier ces chiffres dans les 2 heures, ils se retirent. Adrien était debout au bout de la table, immobile comme une statue. Son costume était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, mais ses yeux étaient 2 puits de glace noire. Julien le vit avant qu'Adrien ne le voie, et dans cette seconde, il sentit son cœur se briser. Parce que l'homme qui avait ri dans son lit ce matin-là, l'homme qui l'avait embrassé contre la baie vitrée du Penthouse, cet homme avait disparu. À sa place se tenait le loup, le prédateur, l'alpha que tout Paris craignait. Adrien tourna la tête. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et Julien vit quelque chose vaciller dans ses yeux. Une fraction de seconde. Puis ce fut éteint. Adrien fit un geste sec de la main, et Marc se tut. Il sortit de la salle de réunion d'un pas mesuré et ferma la porte derrière lui. « Que faites-vous ici » Sa voix était basse, polie, mortelle. Julien serra son ordinateur portable contre sa poitrine. « J'ai trouvé quelque chose, dans les fichiers, quelque chose que vous devez voir avant cette réunion. » Adrien ne bougea pas. « Monsieur Moreau, cette acquisition représente 4 milliards d'euros. J'ai des avocats, j'ai des comptables, j'ai des analystes payés 6 chiffres pour examiner chaque chiffre. Et vous pensez qu'un stagiaire va trouver ce qu'ils ont manqué ?» Le mot stagiaire le frappa comme une gifle. Julien sentit le rouge lui monter aux joues, mais il ne recula pas. Oui, parce qu'ils cherchent au mauvais endroit, ils cherchent dans les comptes officiels. Moi j'ai cherché dans les notes de frais, et j'ai trouvé un schéma. Quelqu'un à l'intérieur de Sterling sabote l'accord, quelqu'un envoie des informations falsifiées aux acheteurs pour faire baisser le prix. Le silence qui suivit fut le silence le plus long de la vie de Julien. Adrien le regardait, vraiment le regardait, et lentement, très lentement, l'expression sur son visage changea. La glace ne fondit pas, mais elle se fissura. « Montrez-moi. » Julien ouvrit son ordinateur portable sur la table de conférence la plus proche. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il faisait défiler les fichiers. « Regardez, ses frais de déplacement. 7 voyages à Zurich en 3 mois. Toujours le même hôtel, toujours payé par carte d'entreprise, mais aucune réunion correspondante dans le calendrier officiel. » Adrien se pencha sur l'écran. Julien sentait la chaleur de son corps à quelques centimètres de lui. Son parfum, ce mélange de cèdre et de musc qui le rendait fou. Il força son cerveau à rester concentré. Et regardez le timing. Chaque voyage a eu lieu 3 jours avant qu'une fuite n'apparaisse dans la presse financière. 3 jours. Toujours. Qui ? Murmura Adrien. Julien fit défiler jusqu'à la dernière page. La carte appartient à Grégoire Vasseur, votre directeur financier. Adrien se figea. Julien vit sa mâchoire se contracter, vit ses poings se serrer sur le bord de la table, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Et puis il rit. Un rire bas, sombre, dangereux. Grégoire. Bien sûr. Il a été passé pour la promotion l'année dernière. Il a souri pendant 6 mois, et pendant tout ce temps, il préparait son couteau. Adrien se redressa. Il prit son téléphone, composa un numéro. Sécurité. Bloquer l'accès de Grégoire Vasseur à tous les systèmes. Immédiatement. Et amenez-le à mon bureau. Maintenant. Il raccrocha, tourna les yeux vers Julien. Et pour la première fois depuis ce matin, l'alpha s'adoucit. Juste un peu, juste assez.
Vous venez de sauver 4 milliards d'euros, monsieur Moreau. Julien essaya de sourire. N'oubliez pas que je suis encore en évaluation. Adrien fit un pas vers lui, puis un autre. Julien se retrouva acculé contre la table, l'ordinateur portable toujours dans une main. Adrien posa l'autre main sur la table à côté de sa hanche et se pencha. Sa bouche s'arrêta à quelques millimètres de celle de Julien. « L'évaluation, murmura-t-il, est terminée. Vous êtes embauché. » Et il l'embrassa. Là, dans la salle de conférence vitrée, devant Mark Thorne et toute la salle de réunion qui les regardait à travers la vitre, bouche bée. Julien ne s'en soucia pas. Il laissa tomber l'ordinateur portable sur la table, glissa ses mains sur la nuque d'Adrien et l'embrassa en retour comme si le monde ne tournait que pour cela. Quand ils se séparèrent enfin, Adrien posa son front contre le sien. « Pardonnez-moi, pour ce matin, pour avoir disparu. Je pensais que vous regrettiez, et je ne pouvais pas supporter de l'entendre de votre bouche. » Julien secoua la tête. « Je ne regrette rien, pas une seconde, pas une respiration. » Adrien ferma les yeux, inspira profondément. « Restez avec moi, ce soir, demain, tous les soirs. »« Oui, » chuchota Julien. « Oui. » Partie 6. L'ultimatum. 1 heure plus tard, Grégoire Vasseur était assis dans le bureau d'Adrien. Son costume gris était toujours impeccable, mais la sueur perlait sur son front. Ses yeux passaient d'Adrien à Julien et revenaient à Adrien, comme un animal cherchant une issue. « Vous ne pouvez pas prouver tout cela, dit-il enfin. Ce sont des coïncidences, des frais professionnels légitimes. » Adrien était assis derrière son bureau, les mains jointes. Calme, trop calme. 7 voyages à Zurich. Grégoire. 7. Et chaque fois, une fuite dans les échos. Le Financial Times. Bloomberg. Toujours juste assez pour faire trembler le prix. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Adrien tourna son écran. Sur celui-ci, un email. Un email envoyé depuis l'adresse personnelle de Grégoire à un cabinet d'avocats basé à Genève. L'email contenait une pièce jointe, un dossier complet sur l'acquisition Hartwell, daté de 3 semaines plus tôt. Grégoire devint blanc. Adrien se pencha en avant. « Vous saviez que mes équipes informatiques surveillent tous les serveurs internes, mais vous avez pensé que votre messagerie personnelle était sûre. Elle ne l'était pas. Mes avocats ont une copie, la police financière en aura une dans 1 heure. Adrien, écoutez-moi. Vous avez 2 choix, Grégoire. Vous signez votre démission immédiate, avec une renonciation à toute indemnité et un accord de non-divulgation, ou je vous fais arrêter cet après-midi pour fraude, espionnage industriel et tentative de sabotage d'une opération de 4 milliards. Choisissez. » Grégoire ouvrit la bouche, la referma, regarda Julien comme s'il cherchait une alliance dans une expression qu'il ne trouverait pas. Julien soutint son regard sans ciller. « Donnez-moi le stylo, » murmura Grégoire. 5 minutes plus tard, il était parti. Escorté hors du bâtiment par 2 agents de sécurité, son badge confisqué, sa carrière terminée. Adrien se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée et regarda la ville s'étendre sous lui. Paris brillait sous le soleil de l'après-midi, indifférente au drame qui venait de se jouer à son sommet. Julien s'approcha de lui doucement. « Ça va. » Adrien ne se retourna pas tout de suite. « Pendant 10 ans, je l'ai traité comme un frère. J'ai dîné chez lui. J'ai tenu son fils dans mes bras quand il est sonné, et il a essayé de me détruire pour une promotion. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Vous m'avez sauvé. » Il se tourna enfin, le regarda, et tendit la main. « Venez avec moi. Il y a quelque chose que je dois faire, devant tout le monde. » Julien prit sa main. Adrien le conduisit hors du bureau, à travers le couloir jusqu'à la grande salle de réunion où l'équipe de direction attendait toujours, anxieuse dans l'incertitude. Quand Adrien entra, la pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers lui, et vers Julien, dont la main était fermement tenue dans la sienne. Adrien parla d'une voix claire qui portait jusqu'au mur du fond. Grégoire Vasseur a démissionné. Il sera poursuivi pour ses actions contre cette entreprise.
L'acquisition Hartwell se poursuivra comme prévu. Les divergences ont été expliquées. Les acheteurs reviendront à la table dans 1 heure. Il marqua une pause. Et il y a une seconde annonce. Julien Moreau, ici présent, n'est plus stagiaire. À partir de cet instant, il est vice-président adjoint à la stratégie. Il dépendra directement de moi. Personne dans cette pièce ne discutera cette décision. Personne ne lui parlera autrement qu'avec le respect dû à son rang. Il se tourna vers Julien, et il prit une respiration. Et il y a une chose de plus. Julien Moreau est mon compagnon, mon partenaire, la personne avec qui je rentrerai chez moi ce soir et tous les soirs après. Si quelqu'un dans cette pièce a un problème avec cela, ma porte est ouverte, et la sortie l'est aussi. Le silence dura 3 battements de cœur, puis Mark Thorne se leva, et il applaudit, lentement d'abord, puis fort, et bientôt toute la salle applaudissait. Pas pour la performance, pas pour l'autorité, mais parce qu'il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu sur le visage d'Adrien Sterling, de la joie, de la vraie joie. Julien sentit ses yeux se remplir de larmes. Il les cligna. Adrien serra sa main plus fort. Plus tard, beaucoup plus tard, quand les bureaux furent vides et que les lumières de Paris commencèrent à clignoter une à une, Adrien le conduisit à la voiture. Le chauffeur les attendait, mais Adrien lui fit un signe de la main. « Nous marcherons. » Ils marchèrent, à travers les rues humides du 8e arrondissement, sans parler, leurs doigts entrelacés. La pluie avait cessé. L'air sentait le pavé mouillé et le pain chaud d'une boulangerie qui ouvrait pour le service du matin suivant. Julien pensa que c'était le moment le plus parfait de sa vie. Et il avait raison. Épilogue, 6 mois plus tard. L'appartement du penthouse avait changé. Il y avait des livres sur la table basse maintenant, des livres de Julien, des romans cornés, des poètes français, un exemplaire usé de Baudelaire que sa grand-mère lui avait donné quand il avait 15 ans. Il y avait aussi une plante dans le coin, près de la baie vitrée. Une orchidée blanche qu'Adrien avait achetée le jour où Julien avait emménagé officiellement et qui, contre toute attente, refusait de mourir. Julien était debout dans la cuisine, pieds nus, vêtu de l'une des chemises blanches d'Adrien et de rien d'autre. Il faisait du café. Le soleil du dimanche matin entrait à flots et baignait tout d'or. Adrien était assis au comptoir en pantalon de pyjama gris, les cheveux ébouriffés par le sommeil, lisant le journal sur sa tablette. Mais ses yeux dérivaient vers Julien toutes les 30 secondes, comme s'il avait peur que tout cela disparaisse s'il regardait ailleurs trop longtemps. Le téléphone de Julien vibra sur le comptoir. Il jeta un coup d'œil. Un message de Léo. « Alors mon meilleur ami est officiellement marié à un loup-garou milliardaire. Comment tu te sens ?» Julien sourit. Il tapa une réponse. « Pas marié. Pas encore. Demande-moi à nouveau dans 1 an. » Adrien leva les yeux. « Quoi ? » « Rien. » Léo qui se moque. Adrien posa sa tablette, se leva, marcha autour du comptoir, glissa ses bras autour de la taille de Julien par derrière et posa son menton sur son épaule. Sa voix descendit, dans le grave que Julien connaissait maintenant par cœur, le grave qui voulait dire qu'il était sur le point de dire quelque chose qu'il ressentait jusqu'aux os. « Dans 1 an, je vous le demanderai vraiment. » Julien se figea, la cafetière siffla. Il se retourna lentement dans les bras d'Adrien. « C'est une promesse, monsieur Sterling. C'est un fait, monsieur Moreau. » Et il l'embrassa là, dans la lumière dorée d'un dimanche matin parisien. Pieds nus sur le carrelage froid, le café oublié, la ville s'éveillant lentement à leurs pieds. Parce que voilà la vérité que Julien n'avait apprise. L'amour ne se planifie pas. L'amour ne s'envoie pas dans le bon fil de discussion. L'amour arrive comme un message envoyé par erreur à la pire personne au pire moment. Et parfois, juste parfois, cette pire personne se révèle être la seule personne, celle que vous attendiez sans le savoir, celle qui change tout. L'amour nous trouve, même quand nous essayons de l'envoyer ailleurs, surtout alors. Et voilà, mes chères âmes romantiques, l'histoire de Julien et Adrien.
Si vous avez aimé ce voyage, si votre cœur a battu un peu plus fort, si vous avez souri à votre écran ou retenu votre souffle pendant cette scène contre la baie vitrée, alors faites-moi savoir. Mettez un pouce bleu sous cette vidéo. Laissez-moi un commentaire avec votre moment préféré. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et partagez cette vidéo avec la personne qui, vous le savez, croit encore au coup de foudre. Maintenant, avant que vous ne partiez, restez avec moi une dernière minute. Parce que je vous dois une confession. Cette version, celle que vous venez d'entendre, c'est la version YouTube, la version sage, la version où la caméra se détourne au moment où la chemise tombe. Mais sur mon Patreon, la caméra ne se détourne pas. Sur mon Patreon, vous obtenez les chapitres que je ne peux pas mettre ici. Les nuits dans le penthouse en entier, les murmures contre l'oreiller. Les choses qu'Adrien dit à Julien quand les portes sont fermées et que les lumières sont éteintes. Si votre curiosité est piquée, si vous voulez la version sans filtre, sans coupure, sans pudeur, le lien est dans la description. Rejoignez-moi de l'autre côté. Je vous y attends. À très vite, mes romantiques. Et n'oubliez jamais, l'amour nous trouve, même quand on essaie de l'envoyer ailleurs.